Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire et merci beaucoup de vous être joints à nous. Nous avons travaillé fort pour créer ce processus d'inscription réglementaire pour les instruments médicaux. Et nous aimerons partager avec vous et passer en revue des étapes de création et d'envoi de soumission avec le PIR. Je m'appelle Frédéric Hamelin et je travaille au bureau de la planification des opérations à la direction des instruments médicaux. Notre équipe a travaillé avec la direction de la gestion des ressources, qui est responsable de l'ensemble du processus d'inscription réglementaire et du portail électronique pour l'adapter aux instruments médicaux. Avant de me plonger dans ma présentation, j'aimerais d'abord aborder quelques points d'ordre administratif. Comme vous l'avez constaté, ce webinaire est enregistré et l'enregistrement sera mis à votre disposition. Par contre, l'enregistrement crée un fichier très volumineux. Par conséquent, plutôt que de vous envoyer par courrier électronique le fichier de l'enregistrement, nous enverrons aux participants des instructions sur la manière d'accéder à l'enregistrement. Il y aura une session de questions-réponses à la fin de la présentation. Nous répondrons à certaines questions qu'on a déjà reçues, ainsi que des questions récurrentes que nous avons reçues pendant la version anglaise du webinaire la semaine dernière. Si vous avez des questions à poser, veuillez utiliser l'onglet correspondant sur votre écran et tapez votre question là. On a une équipe en arrière-plan qui peut aider à répondre à certaines questions, tandis que d'autres devront peut-être être adressées à d'autres collègues qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Il est possible aussi qu'on n'ait pas le temps de répondre à toutes les questions qu'on reçoit. Finalement, on est conscient que la traduction de certaines parties des modèles web laisse un peu à désirer. On est désolé. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de revoir toutes les traductions avant qu'elles ont été affichées. Donc, on veille à remédier à ça. On s'excuse pour la qualité de la traduction de certains éléments et on espère régler ça à court terme. Donc, alors, tout d'abord, pourquoi déployer le processus d'inscription réglementaire? Si on prend un peu de recul, on constate que le PIR est utilisé comme processus de soumission commun pour les différents types de produits réglementés par la Direction générale. Pas seulement les instruments médicaux. On a 6 secteurs d'activité. 4 utilisent déjà le PIR. Les instruments médicaux sont le 5e et les essais cliniques seront le prochain module ajouté à ce processus. Comme vous pouvez sans doute l'imaginer, la normalisation des processus, des approches, des outils permet de réduire les erreurs, d'accroître l'efficacité et la rapidité et de diminuer les coûts d'exploitation. Le processus utilise des modèles basés sur des modèles web. Essentiellement, c'est des formulaires dynamiques en ligne que vous remplissez et qui génèrent des fichiers XML. Les fichiers XML qui saisissent les détails de la transaction réglementaire. Ces fichiers-là sont ensuite ajoutés à la demande et tout ça, ça remplace les anciens formulaires en PDF ou en Word. L'utilisation des fichiers XML, ça nous permet non seulement de recevoir les demandes par le biais de la passerelle électronique, mais aussi d'automatiser ce processus. Donc, ça nous permet d'exécuter certaines validations automatisées. Ça réduit les erreurs en aval qui peuvent retarder le traitement des demandes. Et puis, les métadonnées contenues dans les fichiers XML, ça nous permet d'importer la soumission directement dans les dossiers correspondant à nos systèmes de stockage de données et de nos outils de visualisation. Donc, il y a un certain nombre d'étapes à suivre là, avant de pouvoir commencer à soumettre des demandes par l'intermédiaire du portail. Nous en donnerons un aperçu rapide ici, et puis on va examiner plus en détail certaines de ces étapes ultérieurement, et finalement, il y aura une brève démonstration de certains des modèles à la fin. Donc, la première étape, la première chose, c'est qu'il faut obtenir un compte pour la passerelle électronique. Les formulaires web du PIR ne nous transmettent aucune information. Les données sont transférées en effet par l'intermédiaire d'une passerelle électronique qui s'appelle, en anglais, c'est le Common Electronic Submission Gateway. En français, c'est le portail commun de demande électronique. Ensuite, vous devez obtenir l'identifiant de votre entreprise et l'identifiant de votre contact ou vos contacts dépendants.
Cette opération s'effectue à l'aide du modèle de WebCO qu'on va voir. Ensuite, vous pouvez demander un identifiant de dossier en utilisant le modèle DO. Alors, les deux étapes, CO et DO, sont en fait réalisées à l'extérieur du portail électronique. On va voir ça bientôt, mais à la base, ça se fait par courriel. Une fois que vous avez votre identifiant d'entreprise, de votre contact et du dossier, vous pouvez préparer la soumission proprement dite à l'aide des modèles AI et TR. On vous recommande de vous accorder assez de temps pour les préparer. Vous allez voir lors de la démonstration, la première fois, c'est un peu complexe à voir, mais avec un peu de pratique, si on a déjà fait des demandes, c'est quand même assez intuitif, vous allez voir. Mais donnez-vous du temps parce que pour la première fois, ça ne se fait pas très, très rapidement. Enfin, vous compilez toutes les informations, y compris les fichiers XML, TR et AI qui ont été générés, dans un dossier conforme au format de la table des matières de l'IMDRF. Donc, vous devriez déjà être assez familier avec ça pour soumettre les informations sur des médias de stockage que vous pouvez nous envoyer. Et vous devez la valider par le système avant de l'envoyer. Une fois que vous avez envoyé votre transaction, vous devez recevoir 3 messages d'accusé de réception différents qui confirment que votre transaction a été transmise, elle a été acceptée et elle a été téléchargée. Donc, il s'agissait d'un aperçu des principales étapes, mais on va regarder certaines d'entre elles un peu plus en détail. Donc, le portail. La première étape, c'est d'obtenir un compte pour le portail électronique. Comme j'avais dit, c'est le Common Electronic Submission Gateway ou portail commun de demande électronique. Cette passerelle électronique, au fond, c'est un système robuste et sécurisé. Santé Canada s'en sert depuis 2016. La FDA s'en sert depuis 2006. Donc, Santé Canada s'en sert déjà pour recevoir les demandes, les soumissions de demandes pour les produits pharmaceutiques, les médicaments vétérinaires et les produits biologiques. Il y a 2 façons de se servir de la passerelle. En effet, on peut soit utiliser l'application WebTrader ou se servir d'un protocole de passerelle à passerelle, ça s'appelle Applicability Statement 2, AS2, mais c'est plutôt pour les gens qui ont des gros systèmes informatisés qui leur permet de transférer les données d'un système à l'autre directement. Donc, la majorité des transactions sont envoyées à l'aide de l'application WebTrader. La procédure d'inscription à la passerelle, c'est géré par la FDA. En effet, c'est eux qui sont l'exploitant de la passerelle. Alors, c'est eux qui gèrent la création des comptes. Il y a des instructions détaillées sur la manière d'obtenir un compte. Vous allez voir ici, il y a un lien. Mais par contre, puisque il s'agit de documents de la FDA, ils sont disponibles qu'en anglais. Mais en effet, la procédure est assez simple. Le seul élément qui est peut-être un peu plus complexe, c'est qu'il faut préparer une lettre d'accord de non-répudiation pour les signatures numériques pour obtenir un certificat de sécurité. À la base, c'est juste une déclaration que vous faites que vous dites que tout ce que vous soumettez par l'entremise de la passerelle est équivalent à ce que vous avez envoyé sur papier et signé, et que vous ne répudiez pas la validité de ces documents. C'est plus ou moins le but. La FDA a aussi récemment développé un portail, un genre de portail web, là, qui guide les utilisateurs étape par étape pour créer leur compte. Il y a aussi une liste de contrôle ici, un lien qui peut être très pratique pour savoir quels sont les éléments dont on a besoin et les étapes à suivre. J'aimerais aussi mentionner que la FDA travaille à la mise au niveau de la passerelle actuelle vers une passerelle de nouvelle génération qui est actuellement en cours de test. Alors, à ce stade, le nouveau portail appelé Universal Submission Portal devrait être lancé en janvier 2005. C'est les dernières nouvelles qu'on a eues. Mais vous trouverez toutes les informations pertinentes et actualisées sur ce nouveau portail sur le site web de la FDA. Et nous, on va mettre à jour notre site web, notre documentation en conséquence dès que le tout sera déployé. On va passer au modèle de compagnie. Alors, une fois que vous avez un compte pour le portail, l'étape suivante, c'est ça, c'est préparer un fichier XML d'informations à propos de l'entreprise à l'aide du modèle WebCO.
Donc ici, vous allez voir, il y a un lien. On va voir ça durant la démonstration tout à l'heure. Bon, alors cette étape est la suivante qu'on va voir, l'autre étape, c'est quand vous allez obtenir un identifiant de dossier. En effet, c'est des étapes qu'on fait à l'extérieur du portail, comme j'avais mentionné. Donc, les fichiers XML qui sont générés, CO et DO, vous ne devez pas les inclure dans votre soumission. Donc, nous, on utilise des numéros d'identification pour les entreprises et les contacts. C'est des numéros à 6 chiffres. Il est essentiel de disposer des bons numéros d'identification pour que les transactions puissent avoir lieu. C'est un des principaux objectifs du modèle CO. Il est utilisé pour créer un fichier XML qui contient toutes les informations pertinentes sur une entreprise et ses contacts officiels. Donc, l'entreprise, son nom, son adresse, les personnes qui travaillent là, qui échangent avec nous. Donc, ça pourrait être les personnes en affaires réglementaires, etc. On va voir. Si vous connaissez déjà tous les numéros d'identification pertinents de la compagnie, des contacts, etc., vous pouvez ignorer l'étape-ci pour soumettre certaines transactions, mais vous devez disposer du fichier CO-XML pour procéder à toute modification des informations relatives à l'entreprise ou à vos contacts. En d'autres mots, si vous voulez changer l'information qui apparaît dans le fichier XML CO, on va voir tout à l'heure, vous devez le faire par l'entremise de ce fichier-là. Pour obtenir le fichier XML final de Santé Canada, vous devez envoyer par courriel électronique le brouillon du fichier qui va être généré à l'aide du modèle, on va voir. Quand nous, on reçoit le brouillon, on vérifie l'exactitude des informations, si c'est une entreprise existante, ou pour les nouveaux numéros d'identification, on va créer ça pour les nouvelles entreprises. Finalement, on retourne le fichier XML final à la personne qui l'a soumise avec toutes les informations. Une fois que vous avez le fichier XML-CO, vous pouvez l'utiliser pour modifier les informations relatives à votre entreprise ou à vos contacts. Et comme j'avais dit, on fait ça dans le modèle. On va voir. Alors, une fois que vous avez fait ça, la prochaine étape, c'est l'identifiant du dossier. Donc, avant de pouvoir soumettre une transaction réglementaire à l'aide du processus d'inscription réglementaire, vous devez d'abord obtenir un identifiant de dossier afin que nos systèmes internes sachent où stocker vos données de transaction. Cette partie du processus peut être un peu confuse. Je vais donc prendre un moment pour expliquer c'est quoi un numéro de dossier et pourquoi c'est nécessaire. Comme vous le savez sans doute, les homologations d'instruments médicaux sont assorties d'un numéro de licence. Mais ce numéro de dossier, l'identifiant de dossier qu'on recherche ici, ce n'est pas censé remplacer le numéro de licence. Vous savez peut-être aussi que lorsque vous soumettez une demande, on accuse réception de cette demande et on émet un numéro de demande. Ce numéro n'est non plus pas remplacé par le numéro de dossier. L'identifiant du dossier, en effet, c'est un numéro de référence généré par notre outil interne de stockage et de visualisation pour indiquer où sont stockées toutes les demandes et les données associées à une homologation particulière. Sans ce numéro, le PIR ne serait pas en mesure de valider les informations relatives aux transactions ni de télécharger les données dans les dossiers appropriés. Donc, c'est vraiment important d'avoir le bon numéro de dossier pour que tout fonctionne. Les numéros d'identification des dossiers sont facilement identifiables. Ils ont toutes la même forme, alors ça commence avec un M minuscule suivi de 6 chiffres. Alors, comme l'étape précédente, l'obtention de l'identifiant du dossier se fait en dehors du portail. Le numéro vous sera communiqué par email et on va voir ça de plus près tout à l'heure. Vous avez aussi la possibilité de demander les identifiants de dossier pour toutes vos licences existantes par courrier électronique plutôt que de les demander individuellement chaque fois que vous souhaitez soumettre une transaction. Donc, vous pouvez envoyer un email au service d'homologation leur demandant les numéros de dossier de vos licences. Comme ça, vous pouvez tous les avoir à l'avance. Et à ce moment-là, à moins que ce soit pour la création d'une nouvelle homologation, vous auriez déjà tout ça, vous pouvez maintenant sauter l'étape DO. On vous demande par contre que si vous demandez un nouvel identifiant de dossier pour une nouvelle demande de licence, de ne pas le faire plus que 8 semaines avant de soumettre votre transaction,
Je pense que ce qu'on m'a expliqué, c'est que les dossiers inactifs pendant plus de 8 semaines, ils sont mis un peu en veille. Et je pense que quand les dossiers sont en veille, on n'est pas en mesure de télécharger les données dedans. Donc, le dossier doit être actif. Et puis, c'est pour ça qu'on demande pas plus que 8 semaines. Donc, une fois que vous avez rempli le modèle d'information sur l'entreprise, vous avez obtenu l'identifiant du dossier, vous pouvez passer à la préparation des documents de transaction. Il y en a deux à préparer. Il y a deux modèles. Donc, chacun des modèles génère un fichier XML distinct et ça répond à des objectifs différents. Alors, il y a le modèle TR qui génère le fichier XML qui contient toutes les métadonnées relatives aux spécificités de la transaction en particulier. Et ça doit être inclus dans chaque transaction soumise à l'aide du PIR. Ce fichier-là est utilisé pour indiquer au système quel type de transaction et d'information est soumis. Maintenant, il y a aussi le modèle AI. Lui, ça génère un fichier XML qui contient les métadonnées de haut niveau concernant l'entreprise, le dispositif et la demande. Le genre de choses qui ne changent pas. Donc, ce fichier est normalement nécessaire qu'une seule fois au début pour la demande initiale. Et à moins qu'il vous apporte des modifications à ces informations ou qu'on vous demande de soumettre une mise à jour du fichier, il n'est pas nécessaire de l'inclure à chaque fois. Alors, les modèles TR et AI nécessitent les numéros d'identification obtenus avec le modèle CO et le modèle DO. Donc, c'est pour ça que ces étapes-là doivent être faites à l'avance, particulièrement le numéro de dossier. Encore, comme j'ai dit, on va voir durant la démonstration. Alors, à la sortie de tout ça, de ces modèles-là, on a deux fichiers XML distincts qui sont inclus dans le dossier réglementaire et qui sont transmis par le biais de la passerelle électronique. Alors, comment on les intègre? Où les mettre dans notre site? On va voir ça dans un instant, mais là, je me suis perdu. En premier, on va peut-être comparer un peu le processus actuel et ce que le PIR nous propose. Donc, la plupart d'entre vous, si ce n'est pas tous, devraient être familiers avec le processus actuel de soumission des demandes auprès de la direction des instruments médicaux. C'est un processus qui utilise des documents Word ou PDF qui sont envoyés par courriel électronique ou sur des supports portables tels que des DVD. Vous pouvez voir ici dans la colonne de gauche tous les différents types de formulaires de demande utilisés. Donc, c'est très spécifique au type de demande. Maintenant, avec le PIR, tout est transféré en toute sécurité via le portail électronique. Vous n'avez pas besoin d'envoyer par courrier électronique des informations commerciales confidentielles ou des supports physiques à l'ADM. En utilisant les modèles web TR et AI et deux documents d'appui disponibles sur notre site web, on va voir ça, on va regarder l'index tout à l'heure, vous pouvez remplacer n'importe quel formulaire de demande dans la colonne de gauche. Les modèles CO et DO sont utilisés pour préparer les fichiers XML. Ils ne sont pas inclus dans la transaction proprement dite, comme on l'a mentionné. Alors, en utilisant les informations du CO, nous pouvons éviter d'avoir à vérifier les informations relatives à votre entreprise à chaque transaction, ce qui permet à chacun de gagner du temps et de l'énergie et de réduire les erreurs. L'identifiant du dossier obtenu à l'aide du modèle DO garantit que vos données sont téléchargées au bon endroit, très important. Enfin, les métadonnées des fichiers XML, TR et AI garantissent que vos données sont correctement étiquetées et classées dans notre système. Entre autres, vous soumettrez généralement qu'un seul fichier XML AI par demande, quel que soit le nombre de transactions dans cette demande. Ça permet aussi d'économiser du temps et des efforts pour préparer et valider les informations, à la fois chez vous et chez nous. Donc, ça a des avantages. Alors, comme je disais, on va parler un peu en premier des fichiers XML. Il y a quelques points à tenir en esprit. Alors, comme on l'a vu, les modèles génèrent des fichiers XML, c'est un peu leur but. C'est fait à l'aide d'un schéma et d'une convention d'appellation spécifique. Il est important que vous n'ouvriez pas les fichiers XML. Il ne faut pas les modifier, il ne faut rien y ajouter, et il ne faut surtout pas les renommer. Si vous le faites, les étapes de validation automatique généreront probablement des erreurs.
Il vous sera demandé de soumettre à nouveau de nouveaux fichiers XML et AI. Et bon, ça va entraîner des retards de traitement. On ne dit pas les ouvrir parce que parfois, dépendant avec le logiciel qu'on se sert pour ouvrir un fichier, ça peut y apporter des modifications des fois aux métadonnées du fichier lui-même. Et encore, il ne faut rien que de ça soit modifié parce que l'outil de validation peut être un peu particulier. Alors, si vous devez modifier un fichier XML que vous avez enregistré localement, vous devez d'abord le télécharger dans le modèle web approprié et effectuer les modifications dans le modèle. On va voir au début des modèles, il y a un endroit où on peut télécharger on peut charger un fichier pour ensuite le modifier. Vous allez voir ici, le tableau indique les conventions de dénomination utilisées, mais comme vous ne devez pas nommer les fichiers vous-même ou les modifier leur nom, vous n'avez pas vraiment à vous préoccuper de tout ça. Alors, comment on les intègre dans notre demande? Bon. Lorsque vous envoyez vos transactions via la passerelle électronique, vous allez devoir inclure les fichiers XML, TR et AI dans la structure de votre dossier. Cette structure doit être conforme au format de la table des matières de l'IMDRF. Alors, le premier niveau de cette structure sera toujours l'identifiant du dossier que vous avez obtenu à l'aide du modèle DO. Donc ici, sur le diagramme, on voit tout en haut, il y a un petit icône de dossier, c'est écrit numéro de dossier. Alors là, c'est là qu'on écrirait, par exemple, M123456. C'est là qu'on insérerait. Ensuite, vous incluez les fichiers XML et TR&AI sous cet identifiant dans le dossier approprié, alors le 1.04. Lorsque vous préparez votre lettre d'accompagnement de la demande, veuillez inclure le nom et les coordonnées de la personne à laquelle les rapports de validation doivent être transmis. Parce que si le système génère des erreurs de validation, de notre côté, ça va nous permettre de rapidement contacter la personne afin que le problème soit résolu dans les meilleurs délais. Si vous voulez en savoir plus sur la structure de la table des matières de l'IMDRF, il y a un document d'orientation disponible sur notre site web et il y a un lien ici dans la présentation. Avant de procéder à la démonstration, veuillez prendre note des rappels importants suivants. Alors, premièrement, veuillez à toujours utiliser la version la plus récente des modèles PIR pour générer les fichiers XML. C'est un processus qui est quand même un peu en évolution. Ici, là, il est possible qu'on apporte des petites modifications. Souvent, ça peut être des modifications qui sont invisibles de votre côté parce que c'est en arrière-plan, mais ça peut avoir tout un effet. Donc, il faut toujours utiliser la version la plus récente des modèles sur notre site web. Également, on vous recommande fortement de vider la cache de votre navigateur à chaque fois avant d'utiliser le modèle PIR. On a eu des utilisateurs qui ont signalé des erreurs de report de données lors de l'utilisation de certains navigateurs. Donc, ils préparent une demande, des fichiers, ils effacent tout. Le lendemain, ils relancent leur navigateur, ils commencent une nouvelle demande et là, il y a des données qui sont importées, qui sont reportées dans le nouveau formulaire de façon inexpliquée. Donc, la meilleure façon pour éviter, c'est simplement de vider la cache du navigateur avant de commencer. Quand vous intégrez les fichiers XML dans votre soumission, c'est dans la section 1.04 et les transactions ultérieures, telles que les réponses aux demandes d'information, peuvent omettre le fichier AI, mais doivent avoir leur propre fichier TR. Encore comme on l'a mentionné, le dossier de premier niveau est créé en utilisant le numéro d'identification du dossier que vous avez obtenu. Et aussi, on vous demande de ne pas soumettre la même transaction plus d'une fois. Donc, si vous recevez des erreurs de validation, vous ne recevez pas de message de validation, il y a eu un problème et ça doit être corrigé avant de soumettre à nouveau l'opération. Donc,
Quand vous soumettez une transaction par le portail, vous devriez recevoir 3 messages d'accusé de réception distincts. Les 2 premiers vont être générés quand même assez rapidement par le portail WebTrader. C'est généralement dans un délai de 5 à 10 minutes. Le dernier message peut prendre plus de temps en fonction de la taille de votre demande et du trafic sur le système. Ce dernier message d'accusé de réception vous indique que la transaction a été reçue et téléchargée avec succès par Santé Canada. Mais par contre, ça prend un peu plus de temps, ça peut prendre jusqu'à 20 minutes, parfois plus. Ça dépend vraiment de la taille de la demande. Si vous nous envoyez des gigaoctets de données, ça va prendre nécessairement beaucoup plus longtemps que si c'est simplement quelques fichiers XML, deux formulaires ou un truc comme ça. Donc, soyez patient, mais vous devriez en recevoir 3. Maintenant, à titre de référence, on inclut des liens vers les documents d'orientation et les modèles PIR pertinents sur la prochaine diapo. Il existe un document d'orientation pour le PIR, mais vous devez en demander une copie en utilisant le lien sur le site web du PIR. On a adopté cette approche parce que le système, comme j'ai dit, il subit fréquemment des modifications mineures. Ici, il y a des petites choses. Mais c'est des changements qui doivent être reflétés dans le document d'orientation. Et le fait de le fournir sur demande, ça nous permet de s'assurer que le document est toujours mis à jour. Parce que si on le met en ligne, ça prend un peu plus de temps. Il y a quand même un cycle de révision. Ça peut être décalé avec les changements. Alors, pour le moment, vu qu'on est encore en train de je ne sais pas, bichonner un peu tout le système, de faire des petites modifications ici et là, on préfère prendre cette approche. Ça ici, c'est les liens pour les modèles. Donc, on va pouvoir passer à la démonstration. Donc, veuillez patienter un instant pendant que je change la projection de mon écran. Voilà. Okay. D'accord, merci. Alors, ici, c'est ici, on voit la page principale d'index pour le PIR pour les instruments médicaux, où il y a les liens d'accès. C'est d'ici qu'on va partir. Donc, les modèles sont ici. Ici, on voit le modèle de compagnie, le CO. Ici, c'est pour les demandes pour les identifiants de dossier, le DO. Et ensuite, le modèle de transaction réglementaire TR. Et celui, c'est des informations de demande AI. Ensuite, je vous avais dit qu'il y avait 2 autres documents d'appui qui sont disponibles. Ici, c'est un modèle de fichier Excel pour les détails de l'instrument. On va voir ça tout à l'heure. Et aussi, le formulaire d'attestation de demande. Alors, quand on a besoin de compléter les attestations comme sur l'application en général, de par le passé avec une signature, ça, c'est le document qui va servir à ça. Alors, regardons bien le modèle de compagnie. Ici. Alors, la création du fichier CO et la mise à jour des informations de coordonnées peuvent être effectuées à tout moment, pas seulement lors du dépôt d'une demande. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de changement à apporter à vos homologations que vous ne pouvez pas mettre à jour les informations qui seraient contenues dans ce fichier. En effet, les informations de coordonnées doivent toujours être à jour avant le dépôt d'une demande. Donc, si vous avez une demande à faire et ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de transaction avec Santé Canada, on vous recommande de demander un nouveau fichier CO pour faire sûr que tout est actualisé avant votre transaction pour éviter les mauvaises surprises. Donc, alors ici, on voit au tout haut du modèle, comme j'en discutais, on peut charger un fichier d'inscription de la compagnie, ici.
Il va y avoir deux formats possibles. Il y a le format .hcsc. Ça, c'est les copies de travail que vous pouvez sauvegarder avec ce modèle. On va voir tout bas au modèle. Et les autres, c'est les fichiers XML final. Les fichiers HCSC, on ne veut pas les recevoir à Santé Canada. C'est les fichiers XML. Alors, il faut prendre la bonne option. Ici, en haut, vous allez voir, il y a un énoncé de confidentialité, un avis de non-responsabilité concernant la sécurité. On vous recommande de les lire, naturellement. C'est les mêmes pour les 4 modèles, donc une fois, ça devrait suffire. Ici, il y a des instructions, mais c'est pratique. Vous allez voir, il y a des numéros. Et ces numéros-là sont associés à certains champs, comme ici, il y en a un qui était là. Justement 2, 3, etc. Et lorsqu'on clique, par exemple ici, ça nous rapporte aux instructions. Alors, si on est dans un champ quelque part, on n'est pas sûr de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça nous demande, on peut cliquer là-dessus. Ça nous apporte ici avec un peu plus de précision. Et si on reclique, ça nous rapporte où on était. Maintenant, le modèle valide les entrées avant de générer un fichier. Parce qu'il y a des champs obligatoires, plusieurs par contre, vous allez voir. Alors, si les champs obligatoires ne sont pas complétés, et on essaye d'enregistrer la copie, enregistrer le brouillon XML, la validation nous dit automatiquement, on ne peut pas, il y a eu 8 erreurs. Donc, et là, chaque erreur va être identifiée, et encore, on peut cliquer sur l'erreur, ça nous apporte au bon champ qui a généré l'erreur. Cependant, on peut enregistrer une copie de travail, même s'il y a des champs obligatoires qui n'ont pas été remplis. Ça va être le fichier HCSC que vous pouvez sauvegarder. Vous pouvez revenir pour compléter votre travail s'il y a quelque chose qui vous éloigne de votre travail. Ça, le brouillon d'XML, c'est ça qu'on envoie à Santé Canada. Et une fois qu'on a le fichier XML généré, on peut le soumettre avec ce bouton. Mais si on ne l'a pas généré, on ne peut pas le soumettre. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Je vais juste réactualiser la page pour enlever les messages d'erreur. Voilà, d'accord. Donc, ici, en haut, on voit il y a 3 champs, statut de l'inscription, date de création, identifiant de la compagnie. On ne peut pas taper quoi que ce soit ici. Ça, c'est des informations générées par le système et ou dans le fichier XML. Donc, lorsque vous ouvrez le formulaire la première fois, ça va être nouveau à chaque fois. Si vous chargez un formulaire existant, ça va dire final ou actif. La date que le fichier XML a été créé et votre identifiant de compagnie qui va être indiqué ici. Ici, la traduction, c'est de marquer inscription d'une compagnie réglementaire. C'est une mauvaise traduction de inscription réglementaire d'une compagnie. Alors, on ne parle pas ici de compagnie purement réglementaire qui agissent en tant que correspondant réglementaire. En effet, c'est l'entreprise qui, par exemple, un fabricant ici. Alors, soyez pas trop confondus par ça. Et encore, comme j'ai dit, on va pallier aux défauts de traduction. Alors, si, lorsque vous soumettez ceci dans le contexte où des homologations vous sont transférées, il faut cliquer ici « Oui ». OK? Là, je suis désolé, la traduction, c'est un non-sens. Les mots, c'est bien des mots en français. La phrase, d'un point de vue grammatique, ça va. Mais je pense que il n'y a aucun sens. En effet, la question qu'on demande ici, c'est est-ce qu'on est en train de transférer des homologations? OK? Encore, on va s'assurer de régler ça. Et c'est obligatoire, il faut dire oui ou non. Et oui, ce serait la personne qui reçoit les homologations. Alors, donc ici, le nom de la compagnie, c'est très simple, la rue, ville, pays, pas de problème, code postal.
Je pense que c'est toutes des choses que les gens connaissent. Ici, par contre, pour le pays, c'est une liste où on peut choisir. Ici. Le code postal est obligatoire au Canada, aux États-Unis, par exemple. Le Canada est obligatoire, mais si on va Burkina Faso, si on ne l'a pas, on met juste sans objet, par exemple. Donc, c'est vraiment, Canada, États-Unis, on a vraiment besoin du numéro, mais sinon, ce n'est pas nécessaire. Ensuite, on a les représentants de la compagnie. Il peut en avoir plusieurs. Et comme au préalable, lorsqu'on gardait l'identifiant de la compagnie, il va y avoir le numéro d'identifiant et le statut. Alors, la première fois, ça va toujours être nouveau. Quand on va vous envoyer le fichier XML final, ça va dire actif pour ceux qui sont actifs si vous le cherchez. Alors ici, nom complet, langue de correspondance, anglais ou français, naturellement, le titre du poste, numéro de téléphone. Et ici, c'est uniquement des chiffres qui peuvent être entrés, pas d'espace, pas de trait d'union, pas de lettres. Si vous essayez d'entrer n'importe quoi sauf qu'un chiffre, l'entrée n'est pas captée. Donc, si je fais TTTTT, on n'a rien, mais si je fais 6, vous voyez. Alors, on peut aussi inclure un numéro de télécopieur pour ceux qui se servent encore des télécopieurs et absolument une adresse courriel. Et on enregistre le contact. Donc, je vais juste mettre, pour vous démontrer un peu ce que ça fait, on va mettre un certain monsieur un tel. Monsieur un tel. Je ne sais pas si vous le connaissez. Pardon. Monsieur un tel, c'est le PDG de notre société. Il y a un numéro de téléphone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très simple. Et puis, encore, on peut mettre n'importe quoi. La fausse adresse. Alors, et on peut enregistrer le contact. Quand on fait ça, on voit que maintenant, il y a cet onglet qu'on peut ouvrir. Et monsieur Untel est là. On peut éliminer, on peut faire des modifications, par exemple. Si on s'est trompé qu'en effet, monsieur Untel, ça serait madame, madame Untel. Eh bien, on peut enregistrer encore. Et là, ça va, voilà, changer. Ou on peut supprimer ça. Et on peut aussi enlever le contact. Tout bien. Si on veut enlever, on s'est trompé, on peut recommencer. On peut ensuite ajouter d'autres personnes. On peut répéter ça vitam aeternam. Je pense c'est quand même plusieurs. Il y a certaines entreprises qui ont peut-être une vingtaine de contacts dépendants. Ensuite, ici, désignation de la personne ressource de l'entreprise. Donc, il y a deux personnes à désigner ici. La personne qui est responsable pour le renouvellement. Donc, la personne à qui le formulaire annuel de renouvellement des homologations va être envoyé et contact financier désigné. Donc, la personne qui est responsable pour recevoir la facture. Bon, je vais vous demander de ne pas mettre mon contact là. Et ce qui arrive ici, c'est qu'il faut le choisir comme ça. Donc, on peut seulement choisir les contacts qui sont entrés ici pour ces fonctions. Maintenant, parce qu'on a choisi ici qu'on transférait des homologations, il y a un autre champ qui est apparu ici par en bas, la modification administrative de l'entreprise. Alors, si on aurait dit non, il n'y aurait pas, ces champs disparaissent. Alors, c'est un peu dynamique comme formulaire. Si on dit oui, on clique là et ça réapparaît. Et là, on a des instructions à suivre pour la modification. Donc, attacher la première page de chaque licence, un certificat valide du POM, le formulaire F202. Et là, on peut mettre tous les numéros de licence concernés. Alors, quand on met les numéros de licence concernés ici,
faites attention, il y a certaines façons de le faire et il y a certaines façons de ne pas le faire. Alors, les numéros de licence, c'est 6 chiffres. On a des licences qui ont moins que 6 chiffres parce que ça fait très longtemps qu'elles existent. Le système, dans ce cas, va rajouter des zéros en avant du chiffre. Donc, ça va toujours chercher à être 6 chiffres. Alors, si j'écris 1, 2, 3, eh bien, le système, en effet, va finir par écrire 1, 2, 3, 0, 0, 0, 1, 2, 3. Alors, on peut le faire de cette façon ou le système le peut le faire pour nous. Lorsqu'on met les numéros de licence ici, on peut mettre des virgules entre ou on peut mettre des retours de ligne, comme ça, en tapant entrée, comme ça. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est laisser des lignes entre, parce que si on laisse des lignes entre, le système va générer un numéro de licence qui va être 000 000 à maintes reprises, et puis ça va tout gommer la transaction, c'est pas bon. Alors, soit des virgules ou sur chaque ligne. Si vous faites une erreur et que vous mettez un chiffre, un numéro de licence qui a plus que 6 chiffres, eh bien, le système va capter que les derniers 6. Alors, ici, c'est ça qu'on fait. S'il y a des changements de nom ou d'adresse du correspondant réglementaire, donc pas de l'entreprise qui reçoit les homologations, mais de leur correspondant réglementaire, ici, on peut dire oui. Et là, on va mettre le nouvel identifiant de la compagnie et le nom du nouveau contact. Alors, l'identifiant de la compagnie, il faudrait l'avoir. Ce n'est pas vous qui va l'obtenir, ce serait la compagnie qui sert de correspondant réglementaire, qui devra soumettre un fichier CO pour obtenir leur identifiant ainsi que leur identifiant de contact, etc. Pour vous les passer, que vous pouvez les mettre dans le fichier ici et générer le tout. Maintenant, si une fois que vous avez tout rempli, parce que là encore, comme j'ai dit, il manque certaines informations et le fichier ne sera pas généré. Si j'essaie d'enregistrer le brouillon, vous voyez, on a plein d'erreurs encore. Mais si il n'y aurait aucune erreur, on peut générer le fichier XML. Il va être enregistré dans le dossier de téléchargement, le dossier download sur votre ordinateur. Et ensuite, vous l'envoyez à Santé Canada en cliquant « Soumettre à Santé Canada ». Ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir un brouillon de messages email si vous avez configuré votre messagerie email comme ça. Et là, vous devez attacher le fichier. Malheureusement, ça ne se fait pas automatiquement. Mais le reste du message est préparé et tout simplement, vous l'envoyez à Santé Canada. Santé Canada, comme on l'a mentionné, va revoir les informations, corriger les erreurs s'il y a lieu. Et finalement, vous renvoyez le fichier XML final. Si vous avez à apporter des modifications, encore comme je l'ai mentionné, une fois que vous avez le fichier XML final, vous n'ouvrez pas le fichier vous-même, vous le téléchargez ici, vous le chargez ici. Les informations vont être populées dans les champs et là, vous pouvez apporter les modifications que vous avez à faire. Encore, vous enregistrez le brouillon et vous l'envoyez à Santé Canada pour une mise à jour. Comme j'avais mentionné, c'est important que vous avez toujours les informations à jour. Donc, si vous avez plusieurs versions de votre fichier CO, vous avez besoin de trouver une méthode pour vous assurer que c'est toujours le plus récent que vous vous servez. Comme sans doute vous avez remarqué, il y avait ici en haut un champ qui indique la date de création. Donc, si vous avez deux fichiers, c'est celui qui a la date de création la plus récente dont on doit se servir. Alors, ça, c'est le modèle CO. Maintenant, on va passer au prochain, qui est le formulaire de demande
pour les identifiants de dossiers des instruments médicaux. Alors, la raison pour laquelle on doit faire le fichier XML-CO en premier, c'est que ça nous prend les identifiants qu'on y reçoit. Alors, l'entreprise de fabrication, la personne ressource du fabricant, s'il y a l'entreprise réglementaire. Alors, s'il y a un correspondant réglementaire, c'est ici qu'on met les informations. Quand c'est la même entreprise que le fabricant, eh bien, on remet ici le numéro d'identification du fabricant. Sinon, ce serait celui de l'entreprise où travaille le correspondant réglementaire. Et encore, comme j'avais mentionné tout à l'heure, il faut l'obtenir ce numéro de cette entreprise. Et encore pour la personne ressource, ici, la classe de l'instrument, 1, 2, 3 ou 4, le type d'activité réglementaire. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle demande, d'homologation, une modification mineure, une demande d'homologation de marque privée? Voilà. Numéro de l'homologation. Donc, si c'est une demande de modification, par défaut, il y a déjà une homologation, alors on met le numéro ici. Par contre, lorsque c'est une nouvelle demande, il n'y aura pas de numéro d'homologation. Alors, dans ce cas, on nous demande de taper NA. Ensuite, le nom de l'instrument, tel qu'il figure sur l'étiquette. Trompez-vous pas, c'est avec le nom final qu'on va enregistrer jusqu'à ce que vous le modifiez. Ici, le type de la demande d'homologation. Et s'il y a des informations complémentaires que vous voulez nous faire parvenir, par exemple à propos du contexte, vous pouvez les mettre ici. Maintenant, ici, ça nous demande coordonnées de la personne ressource principale, obligatoire. Ici, on va inscrire le prénom, nom de famille, langue, etc., toutes ces données de la personne à qui on va envoyer le numéro de dossier, l'identifiant de dossier. Donc, il faut que ça aille à la bonne personne. Et ensuite, on peut aussi mettre une personne ressource supplémentaire. Alors, ça, c'est facultatif, mais si vous mettez quelqu'un ici, on envoie le courriel avec l'identifiant de dossier aux deux contacts. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas de fichier XML à sauvegarder, etc. On fait soumettre. C'est tout. Si vous ne recevez pas de message qui dit que vous avez soumis votre demande, revenez à la page, essayez de soumettre à nouveau. Sinon, vous pouvez contacter l'adresse email ici, expliquer le problème. Par exemple, comme l'autre modèle, parce qu'il y a des erreurs, ça n'a pas été généré. Donc, ça, c'est le DO. Très simple, en effet. Une fois que le CO et le DO sont préparés, on est prêt à commencer à préparer nos fichiers XML, TR et AI. Alors, le modèle de transaction TR. Alors, comme j'avais mentionné, chaque transaction a besoin d'un fichier XML TR pour utiliser le portail. Comme c'est le cas pour le modèle DO, et on va le voir aussi avec AI, vous pouvez charger une version existante d'un fichier si vous disposez d'une copie sur laquelle vous avez déjà travaillé, soit une copie de travail ou un dossier que vous avez déjà envoyé. Alors, même idée que tout à l'heure. Aussi, encore les mêmes NOC de confidentialité, de non-responsabilité. Encore les instructions avec les renvois aux sections, etc. Les erreurs, lorsqu'il y a des champs mandatoires qui n'ont pas été complétés, obligatoires qui n'ont pas été complétés, les erreurs vont être indiquées ici. Alors, pour créer le fichier, ça va nous prendre les numéros obtenus à l'aide du C ou du DO. Et on va se tout de suite au début, numéro de dossier. En M minuscule suivi de 6 chiffres, comme je l'avais mentionné. Identifiant de la compagnie, identifiant du contact, du fabricant, la compagnie réglementaire et son contact, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Maintenant, ce formulaire utilise des champs dynamiques.
Ça veut dire qu'il y a des parties du formulaire qui vont apparaître ou disparaître dépendant en fonction du type de la transaction et de ce que vous avez sélectionné. Encore, les champs obligatoires sont indiqués. Et comme je l'ai dit tantôt, le fichier XML n'est pas généré si le modèle génère des erreurs. Donc, ici, on demande un numéro de licence pour la transaction. Quand c'est une nouvelle demande, vous n'aurez pas de numéro de licence à taper ici. Alors, on met 6.0. Si vous n'êtes pas certain, on peut cliquer ici et ça va nous dire la même chose. Je ne sais pas pourquoi ici on demande 6.0 et dans l'autre on demandait NA, mais enfin, on sait quoi faire. Ici, on nous demande si le fichier Excel de détail de l'instrument est inclus. Et encore, c'est une question binaire, oui ou non. Si oui, c'est parce qu'il est inclus dans votre demande, dans le bon dossier. Et le modèle de ce fichier Excel, on peut le télécharger ici, sur notre page d'index que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, à la base, c'est pour inclure tous les identifiants concernés. Alors, vous devez sélectionner le type d'activité réglementaire pour la transaction. Alors, c'est le champ tout de suite après les identifiants. Et on peut voir qu'il y a plusieurs options. Ça peut être une homologation de marque privée, une modification d'homologation, une modification de marque privée, une modification mineure ou une réponse à une demande d'information, soit en vertu de la section 25, 36, 39, 40, 41 du règlement. Et dépendant de votre sélection ici, il y aura différentes options pour la description de la transaction. Alors, par exemple, si c'est une homologation, voici les options pour la description de la transaction. C'est la demande initiale ou c'est une réponse à une lettre d'information supplémentaire, etc. Mais si je vais, par exemple, à une modification mineure, je vois qu'on voit différentes descriptions de la transaction. De même, une modification de marque privée, encore différentes options pour décrire la transaction. Si, par exemple, on fait une demande initiale, alors ça nous demande, c'est quoi la catégorie d'instrument? Je vais choisir 4 parce que c'est celle qui va nous montrer le plus de champs. Ce qui est important ici, c'est qu'il faut remplir le modèle en ordre. Donc, même si on voit tout d'un coup qu'il y a une section, je veux juste répondre par exemple à ça ici, et on revient par après, on fait des changements, ça peut créer d'autres champs qu'on va avoir peut-être manqué. Alors, on le remplit en ordre et on suit le fil. Alors, ici, on peut mettre mon instrument. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux frais? Oui, s'il y a des nouveaux frais, alors, l'identifiant de la compagnie de facturation et du contact. Alors, en général, ça va être le même que le fabricant. Et ça, c'est un des contacts que la personne qui paie les factures. Alors, le but de ce formulaire, c'est de s'assurer que les données dans la demande, l'information, les fichiers dans la demande sont bien identifiés pour être bien classés, le type de transaction. Si on parle d'une réponse à une lettre d'information supplémentaire, par exemple. Alors là, dans ce cas-ci, ça va nous demander certaines informations. Quand est-ce que la demande initiale a été soumise et le numéro de la demande que vous avez reçu dans votre accusé de réception. Une fois que vous avez complété votre formulaire, vous pouvez générer le XML final pour l'inclure dans votre dossier de soumission. Ou si vous devez faire d'autres choses entre-temps, vous pouvez enregistrer la copie de travail. La copie de travail peut être enregistrée, peu importe le niveau de complétion
du formulaire. Donc, s'il y a des champs qui ne sont pas remplis, on ne peut peut-être pas générer le XML, mais on peut générer une copie de travail avec laquelle on peut modifier. Et encore, la copie de travail ne doit pas être envoyée à Santé Canada. Dans votre demande, c'est uniquement le fichier XML final. Pardon. OK. Si vous avez déjà soumis des demandes, je pense que les informations vous sont familières. Vous allez voir que en combinant ce modèle avec le modèle AI qu'on va voir bientôt, ça va être tout très, très familier pour vous parce que ça a été conçu pour reproduire les différents formulaires de demande qu'on utilise en ce moment. On vous suggère d'expérimenter avec différents types de transactions afin de vous familiariser avec les modèles. Vous pouvez faire ça sans soumettre de demande, comme je viens de le faire, avec des faux numéros d'identification. De cette manière, ça va vous permettre de développer un certain niveau de confort, de familiarité avec le processus PIR et ses modèles, avant que vous soumettez une transaction réelle par le biais de la passerelle. Et un petit dernier point à souligner ici, c'est que vous pouvez utiliser le modèle TR pour préparer et soumettre une transaction réglementaire pour n'importe quelle demande, même si elle n'a pas été initiée à l'aide de la procédure, même si elle a été initiée à l'aide de la procédure existante. Donc, si vous avez une homologation que vous avez depuis, je ne sais pas moi, 15 ans, c'est clair que ça n'a pas été fait avec le PIR. Mais vous pouvez quand même soumettre des transactions relatives à cette homologation-là avec le PIR. Bon, ça va vous prendre l'idée de l'identifiant du dossier et on vous a montré comment faire. Donc, par exemple, si vous avez soumis une demande en utilisant des formulaires et que vous avez reçu une demande de clarification, vous pouvez soumettre votre réponse en utilisant le PIR. Et personnellement, je pense que c'est peut-être une bonne approche pour commencer de se familiariser avec le système, mais un peu en douceur, en faisant une petite transaction simple, comme juste répondre à une lettre, quelque chose. Alors, notre modèle TR. Maintenant, le modèle d'information sur la demande de l'homologation, le AI. Encore une fois, vous allez voir, ça se ressemble tous, c'est comme si ça a été fait par la même personne. Alors, on a l'énoncé de confidentialité encore, la possibilité de charger un fichier une copie de travail ou le fichier XML final. Encore ici, ça nous demande les mêmes informations, l'identifiant de la compagnie, le numéro de dossier. Là, on tombe ensuite dans les informations qui sont un peu plus rattachées à la demande en général et pas nécessairement spécifiquement à une transaction. Alors, c'est des informations un peu plus de haut niveau qu'on aime capter qu'une seule fois. Alors, le fichier AI, comme j'ai dit, vous en faites un, vous le mettez dans la demande initiale et par la suite, à moins qu'il y ait des changements à ce fichier, à moins qu'on vous demande d'y apporter des changements, vous n'avez pas besoin de constamment en faire un nouveau, le préparer, le soumettre, etc. Donc, ça va nous économiser du temps, ça vous économise du temps, de l'effort, etc. Alors, ici, on met le numéro de certificat du programme d'audit unique de matériels médicaux POM ou MDSAP en anglais. C'est obligatoire, comme vous le savez, ça vous prend le numéro de certificat. Ici, il y a une liste déroulante pour choisir l'organisme d'audit. Il y a encore une liste qu'on tient à jour. Ensuite, le type de demande d'homologation. Est-ce que c'est un instrument unique, c'est un système, une trousse d'essai, une famille d'instruments, un groupe d'instruments, etc. Comme on le ferait sur un formulaire, alors si c'est un système, je ne sais pas. Et ensuite, le type d'activité réglementaire. Est-ce qu'on fait une nouvelle demande d'homologation? La catégorie de l'instrument. Je mets 4 ici parce que ça va nous donner le plus de champs, ça va nous compliquer le plus le formulaire. Ça va vous montrer plus de fonctionnalités. Lieu d'utilisation. Alors, si c'est un instrument de diagnostic in vitro, oui ou non? Alors, si c'est oui, on a des questions à répondre. Par exemple, est-ce vendu pour un usage domestique? Est-ce que c'est utilisé dans un lieu de soins, une pharmacie, chevet ou bureau de professionnel? Mais si on dit que ce n'est pas un DIV, eh bien là, ces questions disparaissent.
La prochaine question, est-ce que certains des instruments contenus dans cette application émettent des radiations, oui ou non? Ensuite, est-ce que cet instrument contient un médicament? Et là encore, la question c'est oui ou non. Si on dit oui, eh bien là, comme je vous l'avais dit, c'est dynamique, il y a des champs qui apparaissent. Alors, ça nous demande, y a-t-il un numéro d'identification de médicaments ou de produits naturels? Ici, encore, liste déroulante, on choisit. Et c'est possible qu'il n'y en ait pas. Et là, ça nous demande des précisions à propos du médicament, son nom, l'ingrédient actif, le fabricant, quel type de conformité il y a. Ensuite, ça nous demande l'historique de l'instrument. Donc, est-ce que l'instrument a déjà été autorisé au Canada en vertu des dispositions du règlement? Donc, est-ce que c'était un test expérimental qui a fait partie est-ce que ça fait partie d'un essai clinique ou est-ce que ça a été autorisé par l'accès spécial ou même il y a eu une autorisation délivrée au titre de l'arrêté d'urgence durant la pandémie ou maintenant la partie 1.1 du règlement? S'il y a lieu de rapporter la compatibilité des instruments interdépendants, alors on ajoute ici le nom de l'instrument interdépendant. Et ensuite, on nous demande la question, est-ce que ça a été autorisé par Santé Canada? Si on dit oui, eh bien, ça nous demande le numéro de licence. Et sinon, le champ disparaît. Et aussi, s'il y a déjà eu si on dit non, alors ça nous demande est-ce qu'on a déjà soumis une demande pour cet instrument. Les normes reconnues respectées dans la fabrication de l'instrument. Ici, on peut mettre les déclarations de conformité, comme ça. Ensuite, parce qu'on a un instrument de classe 4, ça nous demande est-ce qu'il y a du matériel biologique. Alors ici, premièrement, recombinant, oui ou non. Si on dit oui ou non, ça ne change pas le champ. Mais si on indique qu'il y a des produits qui sont d'origine animale ou humaine, eh bien là, on a toute une gamme de champs qui vont apparaître. Alors ici, ça nous demande est-ce que c'est les mêmes pour tous les instruments dans le fichier Excel. Alors, si vous vous rappelez, il y a le fichier Excel où on met tous les identifiants qui font partie de la demande. Et là, ça nous pose la question, est-ce que c'est le même produit biologique dans tous les instruments dans le fichier Excel ou non? Ensuite, on a l'option de mettre plusieurs matériels biologiques. Donc, ici, son nom, l'instrument compatible, le pays d'origine, ça c'est pour les animaux seulement. Une liste déroulante encore. La famille de l'espèce. Donc, est-ce que ça vient, est-ce que c'est des tissus bovins, est-ce que c'est des tissus humains, est-ce que c'est porcin, etc. Le type de tissu ou de substance, encore ici on a une liste déroulante, et on peut encore mettre autre si on ne trouve pas l'élément qu'on recherche. Et également, si c'est des dérivés de ces tissus qui sont inclus, eh bien là encore, on choisit dans la liste déroulante ou autre au besoin. Et là, on peut mettre des détails sur les dérivés s'il manque des informations. On peut enregistrer ça si encore les champs sont complétés. Et ensuite, on peut rajouter plusieurs matériels biologiques dans le fichier. On peut faire une demande d'examen prioritaire, mais aussi attrayant que l'idée soit, soyons clairs, ce n'est pas tout le monde qui peut demander un examen prioritaire, il y a des critères à rencontrer. Et alors ici, lorsqu'on fait la demande, il faut choisir selon quels des critères on fait cette demande. Il faut inclure un résumé de la raison, etc. Alors, comme j'avais dit, on peut enregistrer la copie de travail. Alors, si je fais ça, vous n'avez peut-être pas remarqué, voilà, ça m'a sauvegardé ici le fichier ACSC dans mon répertoire de téléchargement, le répertoire download.
Lorsque c'est tout complété, les champs sont tout complétés, alors à ce moment, on peut faire générer le XML final pour avoir le dossier, le fichier XML final, l'inclure dans notre demande et soumettre le tout dans le portail. Donc, je crois que c'est tout pour les démonstrations. Alors, je vais revenir en personne. Comme ça. Je vais enlever la présentation. Voilà. Alors maintenant, on va passer à notre questions et réponses. Alors, je vais commencer par des questions qu'on avait reçues au préalable, des questions qu'on a eues lors de la session en anglais, parce que c'est des questions sans doute, peut-être que vous vous posez aussi. Alors, on a reçu plusieurs questions quant à savoir si le webinaire est enregistré et si la présentation est disponible après la session. Alors, comme j'ai mentionné au début, il y aura un enregistrement disponible une fois que la session est terminée. Vous allez tous recevoir un courriel qui contient les instructions afin d'accéder à l'enregistrement. Et une copie de la présentation est aussi disponible dans le courriel d'invitation initial de la rencontre. Nous enverrons à nouveau la présentation avec le rappel et les liens pour les sessions de novembre. Prochaine question. Est-ce que le PIR est obligatoire pour toutes les soumissions de dispositifs médicaux? Alors, pour le moment, on est en mode volontaire, mais le PIR va devenir obligatoire pour toutes les applications dans 18 mois après le début de la phase volontaire. Alors, on a commencé la phase volontaire le 31 juillet et ça veut dire que ça va devenir obligatoire à compter du mois de janvier 2026. Durant la phase volontaire, vous pouvez continuer à utiliser les formulaires PDF existants, mais à la fin de la phase volontaire, on ne les acceptera plus. Donc, on vous suggère de profiter de l'occasion de faire l'expérience pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu de par le futur. On a eu aussi plusieurs questions sur la nécessité pour les fabricants existants de compléter les formulaires de demande CO et DO. Alors, oui, vous pouvez quand même faire la demande du fichier CO, ainsi qu'une liste de vos numéros de dossier correspondants. Vous pouvez faire ça en envoyant un courriel au bureau des services d'homologation avec le sujet suivant, MD, espace REP, trait d'union CO, request, et là, insérer l'identifiant de l'entreprise. On va vous fournir des identifiants respectifs de la compagnie, du contact et du dossier requis pour vos soumissions ultérieures. Aussi, je veux juste vous signaler que il y a les documents d'orientation qui sont disponibles encore, j'avais mentionné, mais beaucoup des informations de ces détails, ils sont compris dans le document. Alors, si vous oubliez des choses aujourd'hui, puis ça ne vous tente pas de réécouter toute la présentation, vous pouvez retourner chercher les documents d'orientation et vous servir de ceux-là. Alors, on a aussi reçu de nombreuses questions sur la manière d'obtenir les documents d'orientation du PIR. Alors, comme j'ai dit, il y a sur le site web un lien que vous cliquez, ça va générer un email qui va être envoyé pour demander une copie du document qui va vous être envoyé par email. Une fois qu'on a tout fini les modifications mineures au système, que tout est stabilisé, on va publier les lignes directrices directement sur la page web. Mais entre-temps, c'est cette méthode. Quelqu'un nous a demandé, ils ont dit, on dispose déjà d'un compte du PDCE et d'un numéro d'identification d'entreprise pour les produits pharmaceutiques. Devons-nous procéder directement à la demande d'un numéro d'identification de dossier? Et la question, c'est non. Ben oui ou non. Les identifiants d'entreprise et de dossier sont uniques pour chaque gamme de produits. Donc, si vous connaissez l'identifiant en tant que fabricant d'instruments médicaux, oui. Mais sinon, ce n'est pas les mêmes pour les produits pharmaceutiques. Alors, la meilleure chose à faire, vraiment, c'est de
de remplir le modèle CO, faire sûr que tout est à jour. Une autre question qu'on a reçue dans la session avant, on nous a demandé quelle est la relation entre le PIR et le modèle E-STAR. Le modèle E-STAR sera-t-il utilisé pour les soumissions à l'avenir? Alors, E-STAR, c'est un générateur de soumissions pour le contenu dans le format de table des matières de l'IMDRF. Tandis que le PUR est un formulaire web remplaçant les éléments du formulaire d'application. Alors, c'est un peu des aspects, c'est un peu complémentaire un et l'autre. Ils ne font pas exactement la même chose, alors ce n'est pas qu'un va remplacer l'autre. On nous a demandé, est-ce que c'est uniquement pour les nouvelles soumissions? Et, non, le PR peut être utilisé pour des nouvelles demandes, des modifications mineures, n'importe quelle demande ou transaction réglementaire que vous avez à faire par rapport à un instrument médical. Vous pouvez le faire par l'entremise du PIR. Ici, ça nous demande, nous sommes importateurs de dispositifs médicaux. Nous n'avons donc pas d'identification du fabricant. Dois-je quand même remplir le dossier CO pour obtenir l'identifiant réglementaire de l'entreprise et du contact? Alors, premièrement, n'importe quelle compagnie qui est impliquée dans le processus d'instruments médicaux, de façon officielle, va avoir un identifiant de compagnie. Alors, un importateur ou un distributeur, du fait qu'ils ont une licence d'établissement, ils sont dans nos systèmes internes et ils ont un identifiant de compagnie. Si cet importateur ou distributeur agit aussi en tant que correspondant réglementaire, il va être nécessaire qu'il obtienne ces numéros d'identification pour que le fabricant puisse les inclure dans ses modèles de transaction. Donc, il est possible que oui, vous avez besoin d'obtenir ce numéro d'identification avec le formulaire CO. Par contre, si vous ne participez pas au processus de demande d'homologation, donc vous n'êtes pas un correspondant réglementaire ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin d'obtenir ce numéro. Vous n'avez pas besoin de remplir le CO ou de participer au PIR, au fond. Ici, ça nous demande, une fois qu'une demande pour une licence donnée a été soumise via le PIR, est-ce qu'il existe-t-il une exigence selon laquelle les activités réglementaires ultérieures pour la licence continuent d'être soumises via le PIR? Alors, une fois soumises via le PIR, toutes les activités réglementaires ultérieures pour cette homologation doivent être soumises via le PIR. Donc, une fois qu'on engage par le portail pour une licence, on reste avec le portail. On nous a demandé la structure des dossiers MDRF sera-t-elle disponible au téléchargement? La structure de dossier table des matières là, et les lignes directrices se trouvent dans la section des documents d'orientation sur notre site web de la direction des instruments médicaux. Alors, c'est là depuis un bon moment, je crois, et c'est disponible en anglais et en français. Ça nous demande pourquoi devons-nous utiliser la passerelle commune de soumission électronique alors que d'autres départements de Santé Canada, comme la Direction des produits de santé naturelle et sans ordonnance, ne l'utilisent pas. Je pense que c'est une question valide. Donc, le PIR est utilisé comme processus d'admission commun pour différents types de produits réglementés par la Direction générale des produits de santé et des aliments. Et pas seulement pour les dispositifs médicaux. Donc, comme j'ai dit, il y a 6 secteurs d'activité. Il y en a déjà 4 qui se servent, du portail. Il y a les instruments médicaux et il y aura aussi les essais cliniques par après. La raison pour laquelle on s'oriente vers le portail et cette approche, c'est comme j'avais mentionné, c'est que ça va réduire les erreurs. Ça va, à long terme, ça économise l'effort de notre part et de votre part aussi. Ça nous permet d'automatiser certains processus et de valider les demandes de façon indépendante, automatique,
Puis encore, ça nous économise du temps. Plutôt que de recevoir une demande incomplète qu'on doit ensuite demander des informations complémentaires, etc. Alors, ça nous enlève un peu de ce va-et-vient. C'est un peu plus efficace. Donc, le but à long terme, vraiment, c'est d'augmenter notre capacité, notre rapidité d'exécution. Et ça, c'est un des instruments qui va nous permettre de faire ça. On nous a demandé, existe-t-il un outil capable de structurer les fichiers et les dossiers au format XML? Donc, il y a l'outil eStar, c'est l'outil de conversion, conçu pour soutenir la création des soumissions dans la structure de dossier qui est la table des matières, là, le TOC. On est encore au premier stade d'eStar. L'outil de conversion est encore en preuve de concept. Il n'est pas tout à fait prêt à être complètement déployé. Alors, au fur et à mesure qu'on aura plus d'informations disponibles sur l'outil eStar et les autres outils et supports qu'on va mettre à votre disposition, on va mettre notre site web à jour. Donc, gardez un œil sur notre site web ou même enregistrez-vous pour la syndication RSS pour recevoir dans votre boîte les nouvelles pertinentes qui incluraient également toute annonce relative à ceci. On nous a demandé, est-ce que le PIR sera utilisable pour les renouvellements annuels? Donc, le renouvellement annuel n'est actuellement pas prévu pour le PIR, mais ça pourrait changer à l'avenir. Mais pour le moment, on est vraiment, le tout est vraiment axé sur les demandes. Donc, on n'est pas encore rendu là. On nous demande qui peut faire la demande d'ouverture du compte. Est-ce que ça doit être le contact réglementaire enregistré au préalable auprès de Santé Canada? Non, n'importe qui peut avoir un compte pour la passerelle, le PDC, là, et vraiment, il peut avoir même plusieurs comptes par entreprise parce que le compte est spécifique à la personne et non à l'entreprise elle-même. Donc, s'il y a plus qu'une personne qui envoie des demandes via le portail, donc il va y avoir plusieurs comptes. Y aura-t-il un webinaire expliquant comment s'inscrire et utiliser la passerelle de soumission électronique commune de la FDA? Bon, en ce moment, actuellement, il y a aucune, on n'a pas prévu de telle présentation. La passerelle est utilisée depuis 2016, comme j'ai dit, par nous et la FDA depuis plus longtemps. Il y a des documents d'orientation, il y a une liste de contrôle, il y a un nouveau portail pour créer les comptes qu'on m'a dit est quand même très, très facile. Donc, pour le moment, ce n'est pas prévu. Et je ne sais pas s'il y a assez de personnes qui demandent si ça va être le cas ou non. J'en sais rien en ce moment. Ici, ça c'est une très bonne question. J'aime bien cette question. Ça nous demande, peut-on mettre une adresse email générique au lieu d'une adresse email d'une personne physique pour le contact réglementaire ou le contact source alternative? Eh bien, en effet, une adresse email générique, c'est l'option préférée. Ça nous évite énormément de problèmes si vous utilisez des adresses génériques. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que vous nous envoyez un contact réglementaire avec son nom, son adresse, etc., et une adresse email directement à cette personne. Et ensuite, la personne est mutée, elle quitte l'entreprise, elle se retire, etc. Si vous ne faites pas une mise à jour de vos contacts chez nous, on continue à leur envoyer des messages à cette adresse, à cette personne qui ne les reçoit pas. Donc, l'adresse email générique, c'est vraiment l'option préférée en tout temps. Ici, ça c'est quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle. C'est écrit, les numéros de dossier étaient identifiés HC6-024-M XXXXX. Donc, le M suivi de 6 chiffres au départ. Maintenant, le préfixe HC6-024 n'apparaît plus. Est-il donc plus nécessaire? Non, le préfixe HC6-024 n'est plus nécessaire. Maintenant, c'est vraiment juste le
M minuscule suivi des 6 chiffres. C'est le seul numéro de dossier nécessaire. Dans le modèle de compagnie, pourquoi les contacts ont des identifiants du contact différents par compagnie, même si c'est la même personne? Bon, alors les identifiants de contact de l'entreprise sont relatifs à l'entreprise elle-même. Et les identifiants de contact sont attribués à la personne individuelle. Donc, une personne qui est présente dans plus d'une entreprise aurait plus d'un numéro de contact dépendant de l'entreprise. Alors, il peut y avoir des situations avec des constellations quand même très complexes, là, je comprends. Et dans ces situations-là, il faut vraiment faire sûr de prendre le bon numéro pour ne pas accidentellement mettre comme correspondant une personne d'une autre entreprise qu'on ne voulait pas. Alors, c'est pour ça, les identifiants sont et à la personne et à la compagnie. Je pense que c'est notre dernière question. Est-ce que le PIR est obligatoire pour une nouvelle demande d'homologation d'un nouvel instrument? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le PIR, c'est volontaire pour le moment et pour les prochains 18 mois jusqu'au mois de janvier 2026. Environ la date spécifique, là, c'est pas fixé encore, mais ça va être environ dans la plage, là, janvier 2026. Et là, à partir de ce moment-là, ça va être obligatoire pour tout le monde. Alors, entre-temps, pas obligatoire, volontaire, mais moi, je suggère que vous faites l'expérience. Comme ça, vous serez prêt pour 2026 et pour le futur. Vous allez être peut-être plus familier et puis ça va vous faciliter la tâche à long terme. Et je crois qu'on a encore une autre question. On m'a indiqué qu'il y a une autre question qui s'en vient. Alors, entre-temps, d'accord, on m'a transmis la question oralement. Alors, la question, c'était similaire à tout à l'heure. Est-ce que le renouvellement, est-ce que les rapports de vigilance, est-ce que les demandes d'autorisation d'essai clinique peuvent être déposées par le portail là, via le PIR? Alors, à ce moment, non, c'est toujours pas le cas. Comme je l'avais dit, le renouvellement des homologations, c'est pas prévu encore pour le PIR. Ça va être encore les formulaires que vous allez recevoir par email, comme vous avez reçu sans doute le mois dernier, je crois. Pour les rapports de vigilance, encore, il y a des formulaires spécifiques qui vont à différentes personnes. Alors, non, ce n'est pas par le PIR. Et pour les demandes d'autorisation d'essai clinique, non plus. Par contre, si j'ai bien compris, c'est le prochain élément qui va être inclus dans le PIR. Ça va être toutes les demandes d'essais cliniques de la branche, mais je ne sais pas si ça va être uniquement pour les médicaments ou pour tous les secteurs d'activité. Donc, c'est à venir. Alors, je suppose que peut-être d'ici plusieurs mois, on va voir des annonces à ce sujet. Alors, je crois que c'est tout pour la session. Il n'y a plus de questions. Je vais prendre un moment pour vous remercier d'avoir pris le temps. Je sais que c'est peut-être un peu intimidant au début de voir tous ces différents formulaires et les champs qui apparaissent et disparaissent, mais comme j'ai dit, une fois que vous en faites l'expérience, ça va vous paraître quand même assez familier. Donc, je vous encourage à faire ça. Je vous remercie de venir et aussi j'aimerais souligner l'excellent travail de nos équipes ici à Santé Canada qui œuvrent à l'ombre pour faire fonctionner ces processus. C'est vraiment quand même assez complexe. On travaille avec la FDA pour le portail, avec nos services informatiques corporatifs de Santé Canada, d'autres parties du département. C'est vraiment toute une gamme d'intervenants et puis
c'est quand même été bien exécuté. On est très satisfait. Alors, sur ce, je vais vous laisser et merci encore. À la prochaine.